Laetitia, merci pour ce film qu'on a beaucoup apprécié. Je voulais vous demander tout d'abord quel avait été le déclic 35 ans après l'arrivée de ces réfugiés à Lanvénégin pour raconter cette histoire de surcroît sous forme d'un film documentaire. Alors moi, c'était mon premier film parce que je Oui. suis avant tout journaliste de presse écrite. Et donc, j'ai beaucoup travaillé... C'est bon là? Pour plus fort, d'accord. J'ai beaucoup travaillé à Calais, dans ce qu'on appelait la jungle, donc dans le camp de Calais. J'y allais tous les 3-4 mois pour documenter ce qui s'y passait. J'ai travaillé aussi en Irak, à Vintimille, à la frontière italienne. Et comme d'autres journalistes, j'ai dû écrire, et même, mea culpa, j'ai écrit qu'on était confronté à une crise des migrants, ce qui était une erreur, puisque c'est davantage une crise de l'accueil des migrants, et la nuance est importante. Et donc, je me suis souvenue, mais vraiment, il m'a fallu faire un effort de mémoire, que quand j'étais gamine, dans mon village d'enfance, donc de 1200 habitants, en plein centre-Bretagne, c'est-à-dire pas de rond-point, pas de feu rouge, hein, c'est ce qu'on appelle la France périphérique. Et ben, dans mon école, il y avait un quart des effectifs qui étaient d'origine asiatique. Et donc, je me suis questionnée, mais pourquoi ils étaient là? Donc, j'ai retrouvé Maryse, puisque la voix off, c'est moi. Alors, c'est pas ma voix, c'est une comédienne, mais c'est ma voix off. Et donc Maryse, je la retrouve, on s'était quittés au lycée, donc on avait 16 ans. Quand je la retrouve, on a 35 ans toutes les deux. Et je lui demande, mais Maryse, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi vous avez débarqué à 21, le 26 février 82, 21 laotien Hmong, à Lanvénégin? Et elle me dit, mais je ne sais pas, en fait, je ne connais rien de mon histoire. Et donc c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à travailler, à rencontrer ses parents qui n'avaient rien à raconter et qui finalement ont fait des interviews fleuves parce que tout d'un coup on leur donnait l'autorisation presque de parler. Donc c'est là, voilà, c'était à partir de mon histoire personnelle et de celle de Maryse, prendre le recul de 35 ans pour interroger une histoire qui est universelle, qui est celle d'accueil des exilés dans les villages et dans les petites communes bretonnes, enfin bretonnes et françaises. Mais comme vous le soulignez, en fait, la plupart des personnes que nous avons vues dans le film n'avaient jamais raconté leur histoire avant que vous veniez finalement les voir. Et vous m'avez dit, quand on a préparé cet échange, on a beaucoup pleuré durant ce tournage. Pourquoi? Ah bah oui, on a beaucoup pleuré parce que, par exemple, les vues que vous voyez dans leur jardin, donc ils habitent toujours Lanvénégin. Donc Lanvénégin, c'est à une quarantaine de minutes d'ici. Les vues jusqu'à une semaine avant le tournage, alors qu'ils me connaissent depuis que je suis gamine. J'étais à l'école avec leurs filles, avec leurs fils. Ma mère était conseillère municipale, donc tout ça, c'était la famille, quoi. Et les vues, pareil, ils n'avaient rien à raconter. Et donc, une semaine avant le tournage, un tournage, ça prend du temps, un film, ça prend du temps. J'étais vraiment pas sûre qu'ils acceptent de parler, mais il y avait un petit indice quand même, c'est que la semaine avant le tournage, ils m'avaient offert un grand sac de haricots. Et là, Jeuneux m'a dit, ah là, ça commence à sentir bon quand même. Le sac de haricots, c'est un peu le premier pas vers L'objet transitionnel. exactement. Et en fait, on s'attendait pas, par exemple, dans le potager, on les filme, on arrive à 8h du matin et on pensait qu'à midi, ce serait plié. Et on les a filmés jusqu'à 20h. Et là, Monsieur Vu, parce qu'un film, ça dure 52 minutes, mais sur ce film, on a à peu près 35 heures de rush. Tout d'un coup, Monsieur Vu, il mime, par exemple, quand les Thaïlandais viennent à l'assaut des embarcations sur le fleuve Mékong avec leurs mitraillettes. Enfin, tout d'un coup, en fait, il revit son exil. Donc ça, c'est très émouvant. Madame Vu, elle raconte aussi cet accueil de Yvonne Le Cornec qui offre un terrain, qui prête de l'argent. Donc tout ça, c'est un espèce de flashback très, voilà, ils sont vraiment tout d'un coup remplis d'émotions. Maryse, elle raconte aussi, bon, le mot n'est pas dit, mais des mariages arrangés, en fait, quand elle dit, voilà, moi j'ai voulu, et là, elle dit que ça a été terrible pour elle. Donc là, ça a été vraiment aussi, je pense, un peu un exutoire pour elle de parler, ça lui a fait du bien. Et puis, Monsieur Chang, qui est toutes ces archives, on les doit à Monsieur Chang, c'est des archives presque sociologiques. Monsieur Chang, c'est vraiment un personnage de cinéma. Dès qu'il a eu un peu de thunes, en fait, il a acheté une caméra et il a documenté sa vie. Donc, on avait des archives extraordinaires, des Noëls, où ils commencent, par exemple, par manger la bûche et ils finissent par le bol de riz, quoi. En fait, tout est foutraque, mais c'est hyper intéressant.
Et Monsieur Chang, donc là c'est un film où il y a quelques interviews face caméra, donc quand c'est comme ça, on organise un cadre, on pose une chaise, on organise un cadre, on cadre. Et Monsieur Chang, je lui pose une question. Alors, le choix de réalisation, c'était parce que Monsieur Chang parle quand même français, mais un français très basique. Et donc, pour ce film ou pour d'autres, en fait, le choix de réalisation, c'est de faire parler les gens dans leur langue maternelle pour qu'ils puissent exprimer tout le champ des émotions, de la colère. Et Monsieur Chang, je lui pose une question, et je pense qu'il a fait la réponse la plus longue de l'histoire du documentaire. Il a fait une réponse de 40 minutes. Et je pouvais pas et quand on a découvert la traduction, je ne pouvais pas l'interrompre parce qu'il ponctuait son récit d'exil de mots qui me faisaient comprendre que bon, il n'était pas à côté de la plaque parce qu'il parlait des camps Thaïlande, de l'Envénégin, de la mairie, du statut de réfugié. Et quand il s'est levé, quand on a découvert la traduction, c'était bouleversant parce qu'il se lève, en fait, donc il flingue le champ de la caméra quand même. Il se lève et il dit au peuple de France, voilà quelle est ma vie de misère et voilà quelle est la vie d'un réfugié, quoi. Et là, voilà, donc c'est à la fois bouleversant et très riche. Et c'est comme si, à un moment donné, alors que eux, pareil, quand on a fait du repérage, quand je les ai revus pour la première fois, 20 ans plus tard, ils m'ont dit, mais on n'a rien à te raconter. Et le premier rendez-vous a duré 2 heures. Et puis là, pareil, c'est comme si il était autorisé en fait à raconter son histoire d'exil, alors que ses enfants, leurs maris non, les aînés non, parce qu'elles étaient en conflit avec leur père, mais Kimina, ce personnage extraordinaire là, qui nous fait penser à Raymond DeVos quand il s'interroge sur qui il est. Kimina, à 17 ans, il a posé la question à sa mère, parce que voilà, je pense que c'est le plus curieux et C'est aussi... presque le seul à demander justement, mais finalement, que s'est-il passé? Exactement. Pourquoi sommes-nous là? Je pense que Kimina, il a vraiment cette sensibilité et quand il a posé la question à sa mère, donc il avait 17 ans, et elle lui a répondu « Je ne peux pas te raconter, c'est trop douloureux ». Mais ce qui est très commun aux histoires d'exil, c'est que c'est souvent une génération, 2 générations après, qu'il a fallu digérer tout ça pour pouvoir restituer un récit, une mémoire. D'ailleurs, ces réfugiés, au tout départ, vous l'expliquez, ils sont présentés sous forme un peu générale de Laotiens. Et en réalité, comme vous l'expliquez également, ils sont du peuple de la communauté Hmong. Finalement, d'une certaine façon, pourquoi eux-mêmes n'ont pas essayé d'éclaircir un peu cette identité quand ils sont arrivés ou un petit peu plus tard au fil de leur intégration? Parce que en fait, la priorité, c'était d'apprendre le français, c'était d'obtenir des papiers, c'était d'inscrire les gamins à l'école, c'était d'avoir une vie à peu près normale. Et puis c'est vrai qu'ils sont Hmong et pas laotiens, c'est comme confondre des Kurdes et des Irakiens. C'est vraiment, ils ont leur propre langue, leur propre religion, c'est vraiment une minorité à part. Mais je crois que vraiment, c'était aussi, on veut pas les embêter avec ça, quoi. Et en fait, moi, je trouve ça assez... Maintenant, avec le recul, je trouve que c'est aussi un déni de sa propre identité. C'est-à-dire que pour s'intégrer, c'est ce que dit Kimina, on nous disait à l'école, il faut parler français. Et puis là, on est même à la charnière de l'assimilation. C'est-à-dire que c'est quand même très violent de gommer. Le vendredi, les Kimina, le lundi, les Sébastien, quoi. Parce que ça s'est vraiment passé quasiment comme ça, sans caricaturer. Donc c'est un déni d'identité, en plus du reste. Mais finalement... Ils l'ont vécu comme, ils ont fait avec comme ils ont pu et puis c'est moi c'est à 35 ans que je découvre qu'ils sont Hmong et je découvre même cette histoire des Hmong qui est très très imbriquée dans l'histoire française puisqu'ils ont été en tout cas quand le Laos était sous protectorat français. Ils ont constitué une armée supplétive pour les Français pendant la guerre d'Indochine, puis ensuite pendant la guerre du Vietnam pour les Américains. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a eu en 2017, quand on finissait le film, il y avait eu un gros article du Monde et celles et ceux que vous voyez dans les forêts, en fait, ils sont toujours dans les forêts, ils sont toujours ostracisés. Régulièrement, des hélicoptères essaient de les anéantir, quoi. Et cette intégration, elle est parfois difficile aussi pour les enfants. Justement, vous le soulignez avec Kimina, par exemple, Sébastien, et puis Maryse, les mariages arrangés. C'est pas forcément si simple, en fait, de trouver sa place dans tout ça. En fait, je crois qu'ils ont assez facilement trouvé leur place, mais par contre, il y a eu énormément d'incompréhension dans la famille. Par exemple, Pakou, dont on entend plusieurs fois le prénom, qui s'appelle Clarisse maintenant. Pakou, quand on lui a demandé si elle avait envie d'être dans le film, elle a dit non, parce qu'elle est en rupture totale avec son père. Pakou, je crois même qu'elle est partie à 16 ans de chez ses parents pour échapper au mariage arrangé.
Et donc, elle a refusé d'être dans le film. Elle était même... Il a fallu lui demander des autorisations parce qu'elle est souvent en photo. Donc, on n'était pas hyper sereine avec ça. Et puis, étonnamment, quand il y a eu l'avant-première au Fawet, elle était présente. Et en fait, à l'issue du film, elle est venue nous voir, et ça aussi, c'est bouleversant. Et elle nous a dit merci, en fait, juste un mot. Et après, elle nous a dit je ne pardonne pas, mais je comprends mieux. Et en fait, ça, voilà, c'est que ce père qui a... Et quelque part, le jugement est difficile parce que ce père, il dit j'ai tout... C'est très concret. Il dit j'ai perdu mes terres, mes buffles, mes cochons. En fait, on ne parle pas... Et sa langue, finalement, un exil, c'est un déracinement total. Et tout d'un coup, en fait, cette famille, ils étaient 8 enfants, ils n'avaient jamais rien pigé de ce qu'avait été la vie de leurs parents. Et puis c'est un exil hyper douloureux. Madame Chang, quand elle dit « vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Hmongs qui sont morts dans le fleuve Mékong », c'est qu'en fait un exil, et c'est vrai aujourd'hui, quand on part d'Ukraine, de Syrie, d'Afghanistan, on ne prend pas sa valise trolley à roulettes, on ne met pas ses choses dedans, en fait, on prend le strict nécessaire. Et pour les Hmongs et les Laotiens, dès qu'ils avaient un petit peu d'argent, ils les échangeaient en lingots d'argent. Donc quand ils sont partis, ils ont mis des lingots d'argent autour de leur ceinture. Et quand ils ont traversé le fleuve Mékong, les Thaïlandais ont essayé de noyer les embarcations. Et en fait, avec le poids des lingots, en fait, ils se sont noyés dans le fleuve Mékong. Donc c'est ce qu'elle dit. Derrière cette phrase, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Hmongs qui sont morts dans le fleuve Mékong, c'est ça. Et après, c'est une vie dans les camps en Thaïlande. Madame Chang, elle a perdu un bébé. Voilà, il mangeait des racines. Enfin, c'était très compliqué, ouais. Et l'intégration, elle vaut aussi d'une certaine façon, en tout cas cette expérience d'intégration, pour les habitants aussi de Lanvénégin. Et comment, voilà, vous le racontez un petit peu avec l'histoire de la poupée asiatique, on va dire. Mais au-delà de ça, c'est aussi une expérience en elle-même. Bah oui, alors effectivement, la poupée chinoise, c'est un peu maladroit parce que du coup, elle dit poupée chinoise égale Hmong égale Laos égale bon, ils sont tous asiatiques, enfin ils sont tous chinois, quoi. Mais c'est hyper beau, je trouve, c'est cette volonté aussi de comprendre l'autre et d'essayer de lui faire une place. Et puis moi, si je prends mon exemple personnel, je pense que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si ma copine d'enfance n'avait pas été Maryse Chang, son frère Li Pao, son autre frère Li Vong. Et si notre instituteur, c'était notre Dieu, quoi. C'était vraiment, quand je dis on faisait tout pour lui plaire, mais c'était vraiment ça, c'était le décevoir, ça, en tout cas me concernant, syndrome de la bonne élève, mais aussi Maryse, le décevoir, c'était le pire truc, quoi. Et cet instituteur, d'ailleurs je me suis interrogée à un moment, je me suis dit, mais pourquoi en fait il ne nous a pas expliqué d'où ils venaient? Est-ce que c'était effacer leur histoire? Mais pas du tout. Moi, par exemple, je suis fille d'ouvriers, eux, ils étaient fils et filles de réfugiés, et cette kermesse nous permettait à tout le monde d'avoir les mêmes... par exemple, on partait au futur. En fait, c'était un peu... Monsieur Billon, c'était l'archétype de l'instituteur Troisième République, quoi, à la Marcel Pagnol. Il a été un des premiers, sans doute, à faire ces tapes-là, ces espèces de trucs extrascolaires. Donc, on partait au Futuroscope, aux grottes de Lascaux. Enfin, c'était extraordinaire. Et qu'on soit... fils ou filles d'ouvriers ou de réfugiés, en fait, on était tous vraiment égaux. Et ça, c'était vraiment beau. Et je pense qu'à l'avant-première aussi, il y avait d'autres camarades de classe. Et effectivement, je crois que ça a infusé sur nous, mais aussi sur Lanvénégin et sur un accueil de réfugiés. Ça ne laisse jamais indifférent. Alors, et puis surtout, ça nourrit le cœur, le cerveau. Et je crois qu'en fait, on en aurait tous besoin. Et peut-être pour une petite question un peu plus technique pour finir, c'est les sources aussi. J'ai vu, enfin, on voit bien dans le film que vous avez filmé à Lanvénégin, voilà, 35 ans plus tard, mais vous avez revu les personnes concernées. Vous vous êtes beaucoup aussi basé sur justement des films, alors peut-être la collection de Monsieur Chang et d'autres choses aussi. Comment vous avez fait? Alors oui, la collection de Monsieur Chang, elle était extraordinaire. Enfin, c'est presque... D'ailleurs, il faut qu'on le fasse, mais on pensait la confier à des sociologues parce que ça documente vraiment une vie dans un village breton. Et puis après, effectivement, on voulait... Parce que aussi, il y a ce truc des boat people. C'est que les Hmongs ne sont pas des boat people parce qu'eux n'ont pas eu à prendre la mer. Ils n'ont pas eu à voyager pendant des semaines sans eau ni nourriture. En fait, eux, ils ont, entre guillemets, juste traversé le fleuve Mékong pour trouver les camps en Thaïlande. Donc voilà, c'était important aussi de
Parce que dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans les gens de notre génération, les boat people, c'est quand même quelque chose qui est très emblématique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a accueilli entre 1975 et 85 120 000 réfugiés. Aujourd'hui, avec l'Ocean Viking, on parle de 125 personnes. Et là, on est en train de s'interroger qui va en prendre 10, qui va en prendre 5, et alors que, par exemple, je trouve ça hyper intéressant, là ça fait longtemps que je ne l'avais pas revu, mais la chaillotine, métier en tension, là on veut régulariser les titres de séjour pour les métiers en tension, mais c'était exactement la même chose. En plus, la situation économique était assez semblable, avec un chômage qui n'était pas très élevé, un emploi on était après le crack de 73, donc ça commençait à aller mieux. La situation est un peu similaire. Donc voilà, les archives, ce sont des photos de Monsieur Billon, de mes anciens camarades d'école, par exemple Joël qui parle de l'accueil en mairie. Donc son mari était l'ancien secrétaire de mairie, il est décédé très jeune, et en fait il était aussi correspondant de presse. Donc il archivait absolument toutes ces coupures de presse. Donc au départ, c'était pas une écriture, c'était pas un choix de réalisation, les archives, mais c'est presque devenu un film d'archives aussi. Et qui du coup, ça donne vraiment un relief au film, en plus de cette parole très, très libérée et très sincère. Et une vie aussi finalement au film. Les gens vivent dans ce film, même s'ils parlent du passé. Oui. Ouais. Je voulais vous laisser la parole également. Est-ce que vous voulez poser des questions à Laetitia Gaudin? Merci beaucoup pour ce film émouvant. S'ils ne sont pas venus par bateau, comment sont-ils venus et par quel relais? Ouais, c'est une bonne question. En fait, ils ont un peu ce que ils ont que ce soit les Vus ou les Chang, ils ont vécu dans des camps en Thaïlande. Et à l'époque, en fait, les pays d'Occident organisaient l'accueil de réfugiés dans les camps. C'est ce que François Hollande voulait faire un peu en 2016 avec les hotspots en Syrie. En fait, c'était d'organiser sur place l'accueil des réfugiés. Et donc, au tout début, il y a une archive assez douloureuse. Enfin, alors, elle n'est pas explicitée, mais on voit un bus en fait passer où on voit des gens dire au revoir. C'est qu'en fait, des familles ont été éclatées. Certains sont allés au Canada, d'autres aux États-Unis. Et donc, par exemple, les Vus, ils ont choisi la France. Donc, en Thaïlande, ils ont rempli un dossier d'asile. Et ils ont choisi la France parce qu'ils avaient un cousin. Et les Chang, pareil. Mais ils ont d'autres cousins qui ont choisi les États-Unis, d'autres le Canada. Donc ça s'est organisé comme ça. Et après, par exemple, les Chang sont arrivés à Paris. Donc ils ont atterri à Paris. Et ensuite, ils ont été dispatchés en fait dans différentes villes françaises. Et donc alors non, je me trompe, ce sont les Vus, ils sont arrivés au VVF de Guidel, donc juste à côté, Village Vacances France, voilà. Donc c'était un peu, moi je dis, une espèce de sas de décompression. Donc pendant 6 mois, là c'est rigolo, ils disent qu'ils ont appris à manger des frites, ils ont eu quelques cours de français. Et après, il y a eu un appel notamment paroissial, donc du Secours catholique. Et là, c'est la petite histoire dans l'histoire, c'est que Lanvénégin, il y a eu un autre film sur Lanvénégin qui s'appelle Un village sans dimanche. Magnifique film. Lanvénégin, c'est l'histoire de Don Camillo, quoi. C'est-à-dire que dans les années 50, il y a eu des excommunications à cause d'un prix du presbytère que le maire avait augmenté. Et donc, il y avait 2 écoles. Mon école publique et l'autre école privée. Et l'école privée était vraiment à 2 doigts de fermer. Et donc, le Secours catholique a vu, mais à juste titre, cette manne d'enfants. Et donc, ils ont répondu à l'appel. Et donc, ils ont organisé l'accueil de réfugiés à Lanvénégin. Mais le maire, qui était un farouche opposant et défenseur de la laïcité et opposant à l'école privée, en 3 jours, il a appelé son pote député de la 5e circonscription du Morbihan. Et non, je crois que j'exagère. C'est en 1 semaine, donc au nez, à la barbe de l'école privée, quand ils sont arrivés, donc grande messe, grosse fiesta à la salle polyvalente. Et là, le maire fait un discours donc devant les bénévoles du Secours catholique en disant « Alors, lundi prochain, rentrez à l'école publique parce que le député a organisé une classe unique avec une professeure de FLE. » Et là, le Secours catholique a fait un esclandre pas possible. Ils ont quitté la salle. Et ça, c'est vraiment
comment on dit, les dommages collatéraux de cette histoire des années 50, c'est que 30 ans, 35 ans après, il y avait encore ça qui était très très présent dans la vie de la commune. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à enquêter sur cette histoire, je ne comprenais pas bien au départ, mais il y avait vraiment des réticences. C'était, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Je voyais bien, par exemple, Jeuneux, ses enfants étaient scolarisés à l'école privée. Les vues ont d'abord été à l'école privée. Dans le bulletin municipal, il y a des trucs extraordinaires. Enfin, on parle de goulag. Le maire accuse les cathos de kidnapping d'enfants. Enfin, c'était au cas choral, quoi. Et donc, il y avait un truc. Et donc, je leur ai juré sur la Bible qu'en fait, on ne parlerait pas de cette histoire, que ce n'était pas l'objet, quoi. Mais du coup, c'est assez savoureux parce que finalement, quand même, ce qui est chouette et ce qui a une résonance aujourd'hui, c'est que le Secours catholique s'était dit mais ces enfants-là, ils vont pouvoir nourrir l'école privée et sauver nos services publics. Et voilà, après, voilà, c'est pas jugeable, quoi. C'est juste c'était un accueil philanthropique, c'était sans doute un élan philanthropique, mais pas que, c'est ce que je dis dans le texte. Oui, parce que normalement, quand même, l'école privée, il faut payer. Bah oui, mais là, tout était... Voilà, c'est ça. Alors, les mangues, on en trouve un peu partout, en fait, en Asie. On en est en Chine, il y en a au Vietnam. En Thaïlande. En Thaïlande, en fait, ce sont des peuples des montagnes, en fait. C'est ça, ce sont des peuples nomades, en fait. Oui, oui. C'est ça. Et Maryse, elle est devenue quoi, alors, maintenant? Alors, Maryse, moi, Maryse, quand je l'ai retrouvée, elle était comment on dit, agent d'accueil maintenant, enfin caissière, en gros, au Leclerc de Gourin. Donc, ma mère, moi, la voyais régulièrement. Et surtout, elle venait de reprendre le tennis parce que, en fait, elle n'a pas pu prendre des cours de tennis, Maryse, quand elle était gamine parce que ça coûtait trop cher. Donc ça, c'était vraiment son crève-cœur. Donc elle a repris des cours de tennis et depuis la sortie du film, maintenant, elle vit, parce que son mari est directeur d'école, donc c'est un breton, parce que c'est Maryse Le Goff, c'est pas Maryse Chang. Et elle vit, je crois, du côté de Rochefort-en-Terre maintenant. Elle a retrouvé du travail. Elle est hyper démerde, Maryse. Et c'était marrant parce qu'elle a sorti du film, donc en étant caissière au Leclerc de Gourin, c'était devenu une vraie star. Et surtout, tout le monde lui a dit « Ah, mais on pensait que vous étiez chinoise ». Et donc, tout le monde s'est rendu compte qu'elle était elle était ni chinoise ni laotienne, mais Hmong. Donc c'était rigolo à la sortie du film. En plus, le directeur elle y travaillait depuis 20 ans. Donc elle a eu un article sur la page Facebook du Leclerc de Gourin. Enfin, c'était devenu une notoriété locale. Et les enfants, ils sont tous français maintenant? Ah oui, ils ont tous eu la naturalisation très rapidement. Ça s'est fait très vite. Aujourd'hui, c'est plus du tout, c'est beaucoup plus difficile. Les parents aussi, oui. Ah, les parents aussi sont français. Merci donc pour ce film très intéressant. Et puis, effectivement, moi, ce qui m'a frappé aussi, mais vous en parliez, c'est aussi l'aspect sociologique. C'est-à-dire qu'effectivement, pour quelqu'un qui travaille la sociologie, c'est extrêmement intéressant. J'aimerais savoir, d'un point de vue pratique, en fait, quand vous avez combien de temps, en fait, ça vous a mis pour réunir les témoignages, effectivement, et pour filmer ensuite, enfin, grosso modo. Alors, donc je pense que ça devait être... alors je me souviens parce que moi, j'avais jamais fait de documentaire, donc j'ai contacté mon amie Anne Yokoum, qui, elle, fait du cinéma, des documentaires qui faisait des documentaires depuis plus de 20 ans. Je me souviens, j'étais à Calais, et j'ai une très bonne mémoire des dates, c'était le 17 juillet 2015. On a dû tourner en 2017, parce qu'un documentaire, c'est un long processus de dossier. En fait, c'est de l'argent public, un documentaire. Donc on dépose des dossiers à la région Bretagne, après au CNC. Moi, après, c'est vrai que ce travail de repérage a été assez facile à faire. Après, Anne m'a rejoint pour aussi apporter son œil de réalisatrice. Mais voilà, Marie, ça a été assez facile de la convaincre. Mais par contre, tous n'avaient rien à dire. Comme souvent, quand on vous interviewe, on n'a jamais rien à dire, et puis la preuve, on cause. Donc ça a été... Mais le tournage, il est très court, je crois que c'est 13 jours de tournage, ce qui est vraiment peu. Ce qui est peu, c'était vraiment... Tout était timé, tout était...
Mais l'écriture était, l'écriture était là, effectivement. Ouais. Moi, je voulais savoir, un peu comme en Bretagne, on interdisait aux jeunes de parler breton. Là, enfin, les parents aussi demandent à leurs enfants de parler français, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ça change un peu aujourd'hui ou ça reste la même chose est-ce que vous avez un retour là-dessus? Je sais pas, mais moi, je prends un exemple. J'ai travaillé en Ukraine et j'ai accueilli en fait à Plougarneau la femme de mon fixeur en fait à Kiev avec son enfant Nazari de 5 ans. Donc ils n'habitent pas à la maison parce qu'on a trouvé une petite maison juste à côté. Et c'est vrai que souvent dans le bulletin, Tatiana, elle prend des cours de français, tout ça, mais c'est toujours écrit en français. Donc il y a Google Translate et tout, mais quand même j'ai l'impression il faut aller vite, quoi. Et je sais que Nazari, par exemple, en plus avec un traumatisme de guerre assez profond, il a vécu avec sa maman pendant 3 semaines dans une cave avec les alentours qui étaient bombardés par les Russes. Et Nazari, il y a il a commencé l'école en juin, donc jusqu'aux grandes vacances, et en septembre. Et pourtant, son père lui a appris l'anglais très rapidement, donc je pense qu'il a un cerveau qui est façonné pour, avec le bilinguisme, aller vite dans l'apprentissage des langues. Mais Tatiana, elle me disait, je dis ça se passe bien, l'école, elle dit mais il est malheureux parce qu'il parle pas assez vite français. Et alors je sais pas s'il y a interdiction de parler ukrainien, mais je crois pas quand même. Non, je crois qu'il y a vraiment une bienveillance là-dessus, mais je pense que c'est plus les enfants, c'est douloureux. Enfin, je pense que en fait, ils arrivent quand même avec un traumatisme de guerre ou d'exil ou douloureux. Et je pense que c'est plus des blocages personnels parce que j'ai l'impression que les instituteurs, au contraire, quand on a fait la visite de l'école, l'institutrice, elle essayait de baragouiner en anglais pour essayer de se faire comprendre et elle était soucieuse que ça se passe bien pour lui. Donc moi, je crois qu'au contraire, en tout cas, on les laisse. Et puis même, des trucs touchants, c'est que, par exemple, quand il est arrivé, il y avait un petit mot sur... Bon, là, on parle au-delà de la langue, mais en tout cas sur de l'accueil de réfugiés. Il y avait un petit mot très touchant avec le drapeau ukrainien. Les Ukrainiens, ils sont très patriotes et le drapeau, c'est important. Il y avait le drapeau ukrainien. Voilà, Nazari arrive d'Ukraine. Donc c'est un petit garçon de 5 ans. Tout était expliqué à la fois aux mamans. Et c'était écrit en cyrillique en plus aussi. Donc il y avait vraiment... et puis dans cette école, il y a des Syriens, il y a des Albanais. Et, je crois que ça a changé. Moi, dans mon école, il n'y avait que des Mongs. Enfin, moi, avant que je vois un noir à l'Envénégin, c'était François, il était adopté. C'était en 3e. Mais là, je pense que on n'est plus dans la même configuration. Oui, ils ont un accueil spécial, mais en tout cas pour ce qui est de l'école, je crois que parce que j'ai accompagné d'autres réfugiés, et en tout cas ce qui concerne les enfants, effectivement, on parle pas de protection temporaire, tout ça, où effectivement c'est sans comparaison, mais pour les enfants, que ce soit des Albanais, des Syriens, des Cambodgiens, je crois que l'école française, pour ça, elle est très accueillante et elle accompagne de manière formidable quand même. Est-ce que les enfants Shang, est-ce qu'ils ont encore des contacts avec la communauté Hmong? Non, pas du tout. Voilà, c'est ça le problème. Donc du coup, ils n'ont plus de raison de parler le... Si, Maryse, elle parle. Là, il y a eu le nouvel an Hmong à Rennes il y a 15 jours, par exemple, quand on était en plein dans le film. Moi, j'étais très intéressée d'aller voir le nouvel an Hmong. Et en fait, elle était intéressée de venir avec moi. Parce que je pense qu'elle voulait quand même, je pense qu'inconsciemment... Mais Maryse, elle a fait juste un rejet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces mariages arrangés. Oui, c'est ça, oui. Ça a été un épisode mais douloureux, parce que c'est violent. Parce qu'effectivement, quand elle s'est rendue compte que quand elle allait au Nouvel An Hmong, quand ils dansent, en fait, c'est quasiment un défilé de jeunes filles, quoi. Et que les garçons les regardent. Et Maryse, c'est juste ça. Et je crois que le film a fait du bien pour ça aussi. Parce que malgré tout, elle est
mais c'est très courant, tout est un peu ambivalent dans sa tête. C'est qu'en même temps, elle dit je suis française, mais en même temps, par exemple, ses enfants, mais oui, c'est ça, là ça revient, elle a fait un costume pour son fils et sa fille. Sa fille a des boucles d'oreilles Monk aux oreilles. Donc tout ça dans sa tête, en fait, je pense que le film a fait le travail d'un psy, en fait, c'est que tout s'est un peu ordonné dans sa tête. Mais elle est mariée à un Français et les prénoms de ses enfants, ils sont... Ah, ils sont bien français, ils sont même bretons. Hein. C'est Ah, d'accord. Alan et Emma, mais Alan. D'accord. Je voulais reposer une question, mais peut-être que vous avez une autre question dans la salle. Je voulais juste, pour clore, vous poser une question sur l'accueil aussi, que ça peut, enfin, les controverses que peuvent susciter l'accueil des réfugiés. Alors, on l'a évoqué pour les Ukrainiens. Aujourd'hui aussi à Calak, il y a toute une montée de tension sur ce sujet, alors qu'il n'y a effectivement que quelques familles qui seraient accueillies. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais pas, ça m'inspire le désespoir et le. Bah non, enfin je sais pas. Moi, Par rapport évidemment au regard de oui, ce que vous avez raconté dans votre au film. regard et surtout, par exemple, moi j'ai pas mal travaillé à Calais, j'y ai même dormi et tout. Et j'interviens parfois dans des collèges et des lycées. Et bon, là, parfois, j'ai peur aussi des questions des enfants. Mais c'est surtout que je leur dis, de manière très provocante, je leur dis, mais oui, sur les 10 000 réfugiés, sans doute qu'il y a peut-être quelqu'un qui a des intentions terroristes ou quelqu'un qui a envie de voiler la femme de pied en cap. Mais en même temps, moi, dans ma commune de 7 500 habitants à Plouguerneau, il y a aussi des gros cons, quoi. Donc en fait, sur la quantité, oui, on peut pas se protéger de ça. Et c'est surtout que moi, quand je vais en Irak, mais je suis invitée, par exemple à Calais, mais c'est le truc le plus terrible, Calais comme expérience, parce que c'est la France, et qu'en même temps, à l'époque, les tentes, on mange avec eux. Ils arrivent à accueillir dans leur tente, quoi. Eux, ils accueillent, quoi. En Irak, moi, j'ai pas besoin de faire des ronds de jambes pour être accueillie. Il y a toujours un accueil. Bon, ça aide beaucoup d'être bretonne. Hein. Il y a vraiment ce truc, le passeport breton, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Mais je crois que ce film-là, il y en a eu d'autres, quoi. Il y a Riace, un magnifique film en Italie, où en fait, c'est du côté de je ne vais pas me tromper, mais c'est dans le sud de l'Italie où il y a eu énormément de réfugiés qui ont été accueillis en Calabre. Voilà. Ça se passe hyper bien. En fait, de manière générale, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien et tout le monde s'enrichit. Non, moi ça me. Effectivement, on parle pas de 10 000 personnes qui vont arriver à Calak. On parle de. C'est quoi, une vingtaine Je crois bien. Oui, donc. À peine même, ouais. Oui, donc ça, en fait, moi, je comprends pas. Et ça me met très en colère. En tout cas, vous pouvez, si vous avez envie de revoir Bienvenue Mr. Chang, vous pouvez le voir sur un site qui s'appelle BED et qui est sur le site de Bretagne Culture Diversité. N'hésitez pas, donc si vous tapez BED, même dans Google, vous allez trouver. Et ensuite, si vous avez envie de regarder d'autres films qui sont liés à la migration, il y en a plusieurs qui sont disponibles gratuitement. C'est pas difficile du tout, c'est pas compliqué. Donc n'hésitez pas à regarder sur cette plateforme. Et puis je voulais juste, avant de terminer, vous poser une petite question sur votre actualité. En ce moment, votre documentaire Le Prélude d'Adriane et donc tourne, comme je vous le disais tout à l'heure, durant le mois du doc. Donc si vous avez envie de découvrir un autre film actuellement de Laetitia Godin, vous pouvez regarder sur la programmation du mois du doc ce qui passe où il est diffusé en Bretagne. Et puis peut-être juste un mot sur les deux films que vous préparez en ce moment. Alors là, avec Anne, avec qui on a fait Bienvenue Mr. Chang, on rentre du Rwanda. Là, on vient de finir un tournage sur lequel on travaille depuis 3 ans. Moi, j'y travaille depuis 2016 et donc j'ai rencontré un rescapé du génocide des Tutsis qui donc a perdu toute sa famille sa famille a été assassinée quand il a 11 mois. Donc c'est un film qui interroge le pardon et qui pose
des questions sur le Rwanda d'aujourd'hui. Donc c'est un personnage qui incarne cette histoire. Et sinon, un autre film à Lanvénégin. Plus personnel cette fois-ci. Plus personnel. Ma mère, jusqu'à très récemment, était famille d'accueil. Et on a accueilli dans notre famille, il y a 20 ans, un bébé de 3 semaines qui a 20 ans aujourd'hui, qui est métisse et donc qui est arrivé, pareil, en Centre-Bretagne, dans une famille d'ouvriers. Donc là, les chiffres du déterminisme social, quand même, sont lourds. S'ajoutent à ces chiffres ceux de la protection de l'enfance, sachant qu'aujourd'hui, un SDF sur 4 est un ancien enfant placé et que 80% des enfants placés sont sans diplôme. Et donc ce film, il interroge effectivement le lien familial, parce que Yona, aujourd'hui, je dis que c'est ma sœur, mes parents l'ont adopté pour ses 20 ans, donc c'est quelque chose qu'on a filmé. Donc voilà, c'est un film qui interroge les identités, la famille, et puis la protection de l'enfance, et ce sacro-saint familial que la protection de l'enfance veut toujours préserver, alors que parfois, il suffit en fait de confier un enfant à une famille pour que ça se passe bien. Et donc voilà, Yona, elle incarne tout ça, et ça va être un joli film, parce qu'elle est très à l'aise devant la caméra, et elle est très charismatique. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être venu et merci à vous. Et pour les Lorientais, je voulais quand même vous rappeler que le 2 décembre, on continue notre cycle de conférences dédiées aux migrations. Cette fois-ci, franchement, je vous invite à venir également. Ce sera tout aussi passionnant qu'avec Laetitia, mais sur un tout autre domaine. Là, c'est Eva Guyorel, c'est une chercheuse en histoire qui va vous raconter l'histoire des Bretons exilés en Amérique du Nord au XVIIIe. Et elle a prévu plein de choses, ça va être passionnant, notamment à travers l'histoire d'une chanson. Il y aura également une autre personne qui viendra témoigner plus de la mémoire en fait, de la descendance des Bretons en Amérique, qui viendra compléter le propos pour parler d'aujourd'hui également. Donc franchement, je vous attends nombreux aussi le 2 décembre. Merci, bonne soirée.